Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 18e épisode, on va parler troubles anxieux chez les atypiques sensibles. Alors, on va aller explorer comme d'habitude plusieurs axes. On va d'abord voir comment les caractéristiques des atypiques sensibles peuvent affecter la façon dont ces personnes perçoivent et gèrent l'anxiété. On va aller voir quels défis spécifiques elles peuvent avoir à relever et on va aussi discuter des différentes formes que peut prendre l'anxiété chez les personnes atypiques sensibles, par exemple anxiété sociale, phobie, crise d'angoisse. On va aussi aller voir les différentes approches thérapeutiques qui peuvent être utiles pour venir au secours des personnes atypiques sensibles quand l'anxiété est envahissante. On va d'abord aller voir des approches qui sont non médicamenteuses, prioritairement, comme la thérapie comportementale et cognitive, la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie par l'art. Celle-ci, elle me tient forcément beaucoup à cœur. Et on va aussi aller voir des pistes pour mieux comprendre et mieux accompagner les personnes atypiques sensibles qui souffrent d'anxiété, et ça que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou social. On va explorer les enjeux qui sont liés à la reconnaissance des caractéristiques des atypiques sensibles, les stratégies pour mieux soutenir les personnes dans leur quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite de l'épisode. C'est parti, on y va. Alors déjà, les caractéristiques des atypiques sensibles qui peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont ces personnes perçoivent et gèrent leur anxiété. Alors, ce qui peut venir avoir un impact, ça va être la sensibilité sensorielle, bien évidemment. Quand on est atypique sensible, on peut être plus sensible aux stimuli sensoriels, comme les bruits, les lumières, les odeurs, enfin voilà. Et tout ça, ça peut être source d'anxiété, surtout quand on est dans des environnements qui sont bruyants ou surstimulants. Il va y avoir aussi la sensibilité émotionnelle qui va jouer un rôle parce que mais finalement, quand on a une sensibilité émotionnelle exacerbée, on va être plus susceptible de ressentir des émotions de façon intense et profonde. Et ça peut venir amplifier l'anxiété, en particulier quand il y a des événements qui vont nous stresser. Période d'examen, changement de job, nouvelles rencontres, nouveaux lieux, déménagement, tout ça. Ça peut venir être un booster d'anxiété. Les difficultés de communication. Chez les atypiques sensibles, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions, à exprimer leurs besoins de façon claire et efficace. C'est quelque chose qui peut aussi venir booster et aggraver l'anxiété. Cette difficulté à communiquer, finalement, on va devoir se préparer beaucoup, faire des tas d'hypothèses. Et puis finalement, on va avoir beaucoup travaillé sur nous pour transmettre le message. Et on va peut-être un peu foirer, un peu rater. Et on va se sentir incomprise, isolée. Il y a ce côté-là vraiment où les atypiques sensibles peuvent se sentir totalement incompris alors qu'ils ont fait tous les efforts du monde, selon leur perception. La perception différente du monde, et ouais, il y a ce truc, c'est que la perception que l'on a du monde quand on est atypique sensible, elle est différente. Notamment en termes de temps, d'espace, de relations sociales. Et cette différence de perception, elle peut entraîner des situations stressantes et des angoisses. C'est normal parce que il y a ce côté hors du temps. On n'est pas dans le même timing que les autres. Et puis il y a les besoins spécifiques. On peut très bien, en tant qu'atypique sensible, avoir des besoins spécifiques en termes de routine, en termes d'environnement, de lieu de vie, de stimulation. Et ces besoins-là, ils peuvent être difficiles à satisfaire dans des environnements qui vont être inconnus ou imprévisibles. Et là, ça va venir augmenter l'anxiété.
Par exemple, quand on voyage, ne pas savoir comment va être la chambre, comment on va pouvoir reproduire notre petit cocon à l'intérieur, ne pas savoir s'il va y avoir du bruit, si on a besoin de bouchons d'oreilles pour dormir, ne pas savoir si il va y avoir bien des rideaux occultants ou des volets qui vont nous permettre de bien dormir. Il peut y avoir plein de choses dans les besoins spécifiques. Et finalement, mais le besoin de calme, le besoin d'une luminosité qui soit restreinte, le besoin de bruit qui soit aussi tolérable. Le truc par exemple, quand on part en voyage tout inclus, ce truc de manger avec énormément de personnes, ça peut être une surstimulation et il va falloir derrière prévoir des temps de calme et de repos. Toutes ces caractéristiques, il est important de les prendre en compte pour comprendre comment l'anxiété, elle peut affecter les personnes atypiques sensibles, mais aussi pour adapter les stratégies d'intervention en conséquence. Parce que forcément, si on ne comprend pas comment ça peut impacter la personne, on ne va pas pouvoir mettre en place les choses qui vont être essentielles pour elle. Par exemple, environnement calme et régulier, mais ça peut être bénéfique pour réduire l'anxiété chez une personne hypersensible. Alors que les techniques de communication alternatives, comme la communication non violente, mais ça peut aider des personnes qui vont avoir un trouble du syndrome autistique ou voilà, à exprimer leurs besoins et leurs émotions. Donc, chacun va avoir des besoins particuliers. Il faut vraiment en tenir compte. On passe à la suite. Je parlais tout à l'heure de défis spécifiques que les atypiques sensibles peuvent avoir à relever. Et souvent, on ne s'y attend pas forcément quand on n'est pas atypique sensible. C'est quelque chose on passe totalement à côté en fait. On ne se dit pas, ok, on peut avoir ce défi à relever. Il y a la difficulté à gérer les relations sociales. Les personnes atypiques sensibles, elles peuvent avoir beaucoup de difficultés à gérer les interactions sociales et en particulier, on y revient, mais face à l'inconnu ou à l'imprévisible. Ça peut entraîner beaucoup d'anxiété sociale. Alors là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, mais quand on doit téléphoner à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas pour prendre un rendez-vous, pour avoir un renseignement ou pour un job, le truc, moi, j'écris tout, jusqu'au bonjour. C'est ça, ça paraît peut-être un peu ridicule, mais j'écris totalement la conversation avant de téléphoner parce qu'en fait, ça me crée une anxiété sociale. Je me dis, je vais paniquer, je vais plus savoir quoi dire, j'ai ma feuille où tout est écrit. Et il y en a beaucoup qui font ça, je le sais parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres atypiques sensibles et c'est quelque chose qui revient. Ça permet d'apaiser. La difficulté à se faire des amis aussi. Entrer dans un groupe, on est totalement perdu, pris au dépourvu. On ne sait pas trop maintenir les relations sociales. Quand est-ce que je dois appeler? Est-ce que je dérange? Est-ce que je dérange pas? Est-ce que à ce moment-là, c'est vraiment le bon moment pour l'autre? Je vais encore l'appeler pour me plaindre. Peut-être qu'il s'en fout de ce que j'ai à lui partager. Et finalement, tout ça, ça crée une anxiété sociale qui prend de l'amplitude, qui s'installe tranquillement. Difficulté à s'adapter à des changements, ça c'est une chose, beaucoup d'atypiques sensibles ont des difficultés à s'adapter aux changements imprévus. Alors ça, moi j'adore le changement, mais j'adore le changement quand je suis initiatrice du changement. C'est-à-dire que dans mon entreprise, par exemple, je vais décider du jour au lendemain de changer tous mes services. Ça ne me met pas en panique parce que je sais où je vais. C'est moi qui initie ce changement. Si demain, quelqu'un me dit il faut absolument que tu changes tout, par exemple, ça c'est l'horreur pour moi. On me dit t'es invité à tel endroit à midi. Je me prépare mentalement, ok, à tel endroit à midi. Et là, la personne me rappelle, elle dit non, mais finalement, ce sera le soir parce que je peux plus. Et là, dans ma tête, c'est la panique totale. Je suis pas l'initiatrice du changement, ça me prend la tête. Je sais pas, ça crée une espèce de mouvement à l'intérieur, un truc qui est vraiment très gênant. Alors ça, c'est ça, quoi. C'est vraiment les changements imprévus, des horaires qui changent, des environnements qui changent. On a décidé de se donner rendez-vous à tel endroit et la personne, elle choisit un autre endroit. Mais finalement, ça va entraîner de l'anxiété anticipatoire. Ça peut même aller jusqu'à créer des crises d'angoisse et même des difficultés à prendre des décisions. Non, en fait, le lieu, il a changé, j'y vais plus. Il y a cette espèce de panique qui s'instaure non, ça a changé, j'y vais plus, c'est fini. Je suis incapable de dire que ça me convient pas, donc je vais dire que je suis malade.
c'est des trucs vraiment tout bêtes, mais ça, c'est générateur d'anxiété plus. Il y a une difficulté aussi à gérer le stress chez les atypiques sensibles parce qu'elles, tout simplement, elles sont plus sensibles au stress, elles font plus d'hypothèses, donc elles ont plus de peur, plus de choses à appréhender et finalement, ça amène à ressentir de l'anxiété de manière chronique. Ça peut entraîner des symptômes physiques. Les maux de tête, bonjour, ça c'est mon truc à moi. Troubles digestifs, je connais beaucoup d'atypiques sensibles qui se retrouvent avec des maux de ventre, des crampes abdominales ou des tensions musculaires. Le torticolis, le lumbago, enfin tous ces trucs-là, c'est des trucs qui reviennent énormément chez les atypiques sensibles. Il y a aussi forcément une difficulté à réguler les émotions. Ça n'étonnera personne. ça peut forcément aggraver l'anxiété. Ça peut, par exemple, passer par des crises de colère, des pleurs totalement incontrôlables, des comportements compulsifs, notamment envers l'alimentation, envers le sport. On peut se retrouver à avoir des crises, vraiment des compulsions où là c'est bon, faut que je sorte, faut que j'aille courir, il faut que je me défoule. C'est vraiment des choses qui peuvent se retrouver facilement et on le sait, hein, les atypiques sensibles au niveau de la nourriture, cette espèce de il faut que je me sens vide, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, il faut que je comble. Et voilà, mais c'est pas dramatique quand ça devient pas incontrôlable. Quand c'est seulement, j'ai besoin d'un petit carré de chocolat pour me faire du bien, à ce moment-là, c'est ok. Si on mange tout le contenu du frigo, qu'on est malade, voilà, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre comportement va nous faire du mal, là, il faut s'alerter. Il y a aussi une légère petite difficulté à s'adapter aux attentes sociales. Parce que finalement, les normes, les comportements normés, les codes de communication implicites, le second degré, tout ça peut être très difficile à appréhender pour les atypiques sensibles et ça peut entraîner de l'anxiété, un sentiment de malaise dans les situations sociales. Mais qu'est-ce qui me fait? Je ne le comprends pas. Dans quel sens je dois comprendre cette phrase? Il y a tous ces comportements-là qui sont pas... ces comportements qui sont peut-être pas naturels. Une fausse joie qui va être exprimée, mais ça, on peut le ressentir. Surtout quand on a beaucoup d'intelligence émotionnelle, on va sentir que l'autre, il est dans quelque chose de faux. Ça va nous mettre mal à l'aise. Donc, ça crée une anxiété. C'est important de prendre en compte tous ces défis-là pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez un atypique sensible et pourquoi il est très susceptible d'être plus anxieux que quelqu'un qui n'est pas atypique sensible. Il y a différentes formes d'anxiété et ça, c'est hyper important d'y revenir parce que moi, au début, je me disais « Ok, je suis stressée ». Non, en fait, il y a l'anxiété sociale. Donc c'est la peur, l'anxiété intense qui est associée aux situations sociales ou à la performance en public. Donc clairement, quand on doit faire un exposé, quand on est enfant, qu'on doit faire un exposé en public devant la classe, il y a la peur d'être jugé, la peur de l'évaluation négative, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas répondre aux attentes des autres, qui vient s'installer et ça crée une anxiété sociale. Il y a tout ce qui est phobie. Donc les phobies, c'est des peurs irrationnelles et persistantes. Moi, j'ai vu des personnes avoir une phobie de l'éponge. Et en fait, parce que l'éponge, il y a les petits trous et on ne sait pas ce qui peut en sortir. C'est des trucs, c'est irrationnel. Autant ça passe bien d'avoir peur des araignées. Moi, j'ai peur des vers de terre. Personnellement, ça passe pas du tout, quoi. Ça fait rire énormément de gens autour de moi. Mais c'est le truc, non, m'amène pas. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Donc, voilà. C'est des peurs qui sont vraiment basées sur rien du tout, qui peuvent s'expliquer, peut-être, mais sur le moment, qui paraissent vraiment irrationnelles et qui durent dans le temps. C'est-à-dire que ça passe pas comme ça. Il peut y avoir des gens qui ont peur de la foule, qui ont peur de l'avion, qui ont peur des espaces clos. Donc il va falloir travailler là-dessus pour aller voir quel est le déclencheur et vraiment s'attarder dessus. Et il y a les crises d'angoisse. Alors ça, les crises d'angoisse, c'est des épisodes soudains et intenses de peur ou d'anxiété qui peuvent durer
quelques minutes jusqu'à plusieurs heures. Alors, ça peut être des palpitations, une respiration rapide, des sueurs, des frissons, des tremblements, des nausées, des sensations de suffocation. Et c'est pas forcément tout ça. Moi, je pensais que quand on faisait une crise d'angoisse, on était par terre, on ne pouvait plus bouger, on avait le cœur qui battait à 100 à l'heure et on ne pouvait plus rien faire du tout. Mais non, en fait, moi, je fais mes crises d'angoisse et ma respiration, elle s'accentue. J'ai des sueurs froides, je suis prise parfois de tremblements, j'ai les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent, je vais avoir la migraine qui va se déclencher et qui déclenche des nausées. Je vais avoir cette sensation, je pensais que c'était lié à mon asthme par exemple, parce que j'ai cette sensation d'étouffer. Donc il faut savoir que, on ne fait pas une crise d'angoisse en étant par terre à quatre pattes et en pouvant plus bouger. C'est pas forcément ça. C'est hyper intéressant d'aller voir, il y a l'association Déploie tes ailes, qui est une association québécoise qui décrit très bien les crises d'angoisse et qui permet de se dire c'est ok en fait. Il n'y a pas une norme là non plus. Et puis, il y a l'anxiété de performance. Et ça, c'est une anxiété vraiment associée à la réalisation d'une tâche en particulier, par exemple les épreuves du bac, ou d'une activité spécifique, faire une présentation, participer à une compétition. Mais c'est plutôt causé par la peur de l'échec, la peur de ne pas répondre aux attentes des autres. C'est vraiment lié à la performance. Je ne vais pas être bon, je ne vais pas réussir. À la différence de l'anxiété sociale ou qui est vraiment une peur générale. Là, c'est beaucoup plus ciblé. Alors, c'est important de connaître ces différents types d'anxiété parce que on ne peut pas savoir comment répondre à un type d'anxiété si on ne l'a pas identifié. Et là viennent les différentes thérapies, les modèles thérapeutiques, les approches thérapeutiques. Il y a la thérapie comportementale et cognitive qui aide beaucoup de personnes à apprendre des compétences pour mieux gérer leur anxiété, mieux gérer leur relaxation musculaire, la respiration profonde, la planification de l'exposition progressive à des situations anxiogènes et à mieux appréhender la résolution de problèmes ou la réflexion sur des pensées négatives. Donc, c'est ce qu'on appelle au Québec, moi je ne savais pas du tout, mais une exposition. Alors, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne vais pas aller à une expo pour gérer mes troubles anxieux. Et en fait, non, c'est une exposition progressive. Donc, c'est rigolo parce que, c'est clair, quoi. Une exposition, c'est ça. Et il y a la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est la thérapie qu'on appelle ACT, ACT. Et c'est une approche qui se concentre vraiment sur l'acceptation des pensées et des émotions négatives plutôt que sur leur suppression. Il y a vraiment ce côté où on va venir se dire « mais c'est ok en fait ». J'ai pas besoin d'être une personne parfaite, j'ai un côté ombre, un côté lumière. Et je dois accepter les deux. Ça fait partie de moi. Le yin, le yang, c'est ok en fait. Et ça va viser vraiment à améliorer le bien-être et la qualité de vie. Et la thérapie par l'art, moi j'ai vraiment un petit coup de cœur par ça parce que c'est une approche qui utilise la créativité pour aider les personnes à exprimer leurs émotions. À aller faire sortir ces émotions, à aller explorer les aspects de leur vie qui peuvent contribuer à leur anxiété. Et en fait, c'est un peu mon modèle doudou parce qu'on va utiliser la peinture, peut-être le dessin, l'écriture, mais ça peut aussi être la musique ou la danse pour englober de façon positive notre anxiété et lui dire c'est ok en fait. Tu as le droit d'exister, mais tu n'as pas le droit de prendre toute la place. Donc, je te crée une place ici. Viens t'exprimer maintenant et laisse-moi la place pour vivre autre chose que de l'anxiété. C'est important de savoir qu'il y a tout ça qui existe parce qu'on n'est pas tous faits pour utiliser les mêmes thérapies. Et j'avais envie, cet épisode il est un petit peu plus long que les autres parce que c'est un sujet vraiment qui revient énormément chez les atypiques sensibles et j'avais envie d'approfondir avec vous plusieurs pistes pour aider dans différents contextes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours quoi faire pour une personne qui va être anxieuse et qui est dans notre entourage, pour une personne qui va être accompagnée par nous en tant que professionnels. Alors déjà, il faut savoir que reconnaître les caractéristiques atypiques
des atypiques et des hypersensibles, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de voir qu'ils ont des besoins différents en matière d'interaction sociale et de gestion de l'anxiété. On va pouvoir voir des traits de personnalité, des besoins de plus de temps, des besoins de s'adapter à des situations nouvelles, à des changements. Et on va pouvoir savoir pourquoi la personne elle est submergée et travailler là-dessus avec elle. Ou l'écouter sur ce point en particulier. Parce que l'écoute, c'est le deuxième point. Il faut absolument savoir qu'une écoute active et un soutien, c'est déjà énorme pour une personne qui est anxieuse. Parce qu'on a toujours cette peur de gêner, cette peur de mais en fait les autres vont bien, je vais les faire aller mal en exprimant les choses. Avoir une écoute attentive, c'est juste merveilleux. Il faut aussi faire preuve de flexibilité et d'adaptation quand on a des personnes anxieuses autour de nous. Parce que finalement, on va devoir adapter l'environnement, réduire les stimulations sensorielles par exemple, ou réduire les interactions sociales pendant un moment, faire des pauses, communiquer à l'avance sur les horaires, sur les lieux, etc. et pas changer. Donc il faut aussi être attentif là-dessus. C'est qu'une chose qui peut être un grain de sable pour quelqu'un qui n'est pas anxieux peut devenir une montagne pour quelqu'un qui l'est. Il va être indispensable pour une personne qui est en relation avec quelqu'un d'anxieux d'apprendre qu'il y a des formations de santé mentale qui se font. On peut se former pour accompagner la santé mentale et pour notre propre santé mentale. C'est un petit peu comme les formations de la Croix-Rouge, ça se fait un petit peu partout en France. Donc il y a des petits diplômes d'accompagnement à la santé mentale qui sont remis. Et puis il faut savoir aussi que proposer aux personnes de faire de la méditation, de la relaxation musculaire, de la respiration profonde, des petites activités comme ça, du yoga, en duo, en groupe, etc. Mais ça peut aider beaucoup. En famille, on peut aussi, quand on a un membre de la famille qui est anxieux, se dire ok, on va programmer des petits temps où on va prendre soin de nous tous ensemble. Ça peut aussi aider la personne à déculpabiliser et à se dire ok, j'ai le droit en fait de faire ça. C'est pas que pour les personnes qui sont anxieuses et qui sont dans mon état, je vais pas me retrouver stigmatisée à cause de ça. Voilà où je voulais en venir avec cet épisode qui fait un peu le double de temps des épisodes habituels. Mais il faut savoir que les atypiques sensibles peuvent être particulièrement vulnérables aux troubles anxieux et c'est hyper important d'aller comprendre les caractéristiques de ces personnes, les défis qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, de se renseigner sur les thérapies non médicamenteuses qui peuvent aussi être mises en place parce que c'est peut-être mieux de commencer par là. Le médicament reste une béquille, mais il ne soigne pas la cause des troubles anxieux. Et il faut aussi savoir que n'importe quel soutien adapté fait un bien fou et peut permettre à ces personnes de se sentir moins mises à l'écart, de se sentir moins isolées et donc de diminuer leur anxiété. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, à t'abonner et à le partager à des personnes à qui tu penses qu'il pourrait être bénéfique. À la semaine prochaine!